Good afternoon, everyone. Bon après-midi tout le monde et soyez les bienvenus à tous dans cette pièce et à tous qui sont en ligne. Merci de vous joindre à nous pour cette session à l'Académie ANH. Alors, cette session va prendre donc la forme d'une discussion de panel concernant donc la nourriture, les aliments pour les enfants et donc leur nutrition, la malnutrition. Alors ici, nous avons donc l'honneur d'avoir deux personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Et comme je l'ai dit auparavant, une excuse. They inspired us so much. And so I'd like to ask them to come and open our discussion. Je voudrais donc que celles-ci viennent et ouvrent la session. Donc nous avons ces deux sœurs. Hello, c'est nous encore. Et également pour voir si vous avez encore toute cette énergie. Je suis désolée, mais je ne peux pas traduire ces mots-là parce que je ne les connais pas. Alors, le poème que nous allons réciter aujourd'hui est pour nous le gros problème, le gros fardeau, la peste, en fait, c'est le fait qu'il n'y a pas de nourriture. Fun fact. Le poème, donc, il a en fait un modèle qui est pris donc, de la Bible. Il est écrit au temps passé parce que ce sont deux villages qui ont été donc, détruits par la pauvreté. Et donc, dans ce poème, donc, vous allez donc reconnaître les personnes qui ont été élevées. Le soleil. Nous avons la mémoire donc, du bœuf s'est évanouie depuis longtemps. Alors, nous regardons donc les choux, mais ils ne fleurissent plus. Alors, Dieu a donc donné donc, du bonheur et nous l'avons bu. Dieu n'a pas voyagé si loin, simplement les anges. Ceux-ci ont pris donc leur mère, leur père, leurs enfants et aussi les enfants qui sont morts-nés dans ce village. Et donc, Dieu n'en a fait en fait qu'une répétition. Et donc, la nutrition était un synonyme pour impratique, quelque chose qui n'était pas pratique. Donc là, la peste était trop grande pour que nous puissions en fait pleurer. Alors, nous avions donc du mal à exposer leur souffrance devant leurs yeux. Alors, les mémoires d'un vieux village s'est donc formé. Je suis désolée, mais il y a des phrases que je n'ai pas pu traduire. Donc, je voudrais donc vous remercier pour nous avoir invités ici. Donc, bien sûr, les documents sont très importants. Et au fait, si vous ne documentez pas vos histoires, vous n'aurez pas de soutien. Alors, merci beaucoup. Et je vous remercie de vous engager avec tous nos académiciens. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je pense que peut-être que la prochaine fois, nous devrions avoir quelques minutes pour que ces mots puissent en fait
sombrer en nous et en fait pour que nous puissions donc avoir un sentiment de réalité de la vie. Merci beaucoup pour apporter cette image de ce village par votre intermédiaire. Voilà, donc nous continuons avec notre discussion de panel où nous allons nous concentrer sur le droit à l'alimentation et à la malnutrition en Afrique du Sud. Nous allons également regarder donc à la section de la Constitution sud-africaine qui stipule que tous les enfants ont droit donc à la nourriture. Chaque enfant a droit à la nutrition de base. Alors, c'est une promesse constitutionnelle, en fait, doit en fait être suivie. Donc, en fait, il y a donc des problèmes de, par exemple, du prix de la vie. Alors, par exemple, il y a eu, par exemple, le montant de soutien pour les enfants est de 23% plus bas que la norme. Voilà. Alors, en fait, ça, c'est la réalité de l'Afrique du Sud. Dans notre panel, il y a 4 personnes. 3 parmi nous sont présents et une personne est en ligne. Et chacune travaille pour que ce problème de nutrition et d'alimentation suffisante soit réalisé. Et donc, elle va parler, Chantal Whittle va nous parler donc de la violence et donc comment donc créer un système de nutrition pour les enfants en Afrique du Sud. Donc, Chantal Whittle. Alors, bon après-midi, collègues, bonne soirée. Et donc, je vous remercie pour ce poème qui nous a tous touchés, car nous savons que la nourriture et la nutrition ne sont pas des sciences. Et ici, donc, j'ai été invitée pour vous donner donc des informations. Et parmi elles, il y en aura qui seront provocatrices. Et donc, on dit que Chantal, si tu veux en fait donner des coups à l'ours, il faudra donc que tu en subisses les conséquences. Donc, nous, ça fait déjà longtemps que nous travaillons et que nous avons donc cette lutte. Alors, moi, j'ai appelé ceci le triple fardeau. Et donc, en fait, je veux parler de ces rapports avec les réponses qui sont déficientes et très faibles. Et en fait, la faim qui a augmenté et les pertes humaines qui arrivent tous les jours. Alors, il faut penser à ces 22 enfants qui sont morts dans le Cap de l'Est, au Cap de l'Est. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de personnes? Alors, la réponse, on a dit, oh ben, on leur donnait de la nourriture gratuite et de la boisson. Mais en fait, il faut parler. Les enfants, en fait, traînent dans la rue quand il n'y a pas de nourriture. Alors, moi, je n'ai pas d'intérêt pour vous présenter, excepté pour travailler et pour participer à cette réunion. Et pour nous, donc, les académiciens, il faut travailler. Donc, nous devons donc, nous avons donc en fait, les ficelles de la bourse et nous avons également des déclarations d'intérêt. Et quelquefois, nous avons en fait des conflits entre les intérêts. Donc, ma présentation n'a pas de conflit d'intérêt. Et donc, moi, je vais utiliser donc le droit des enfants. Alors, il y aura donc 4 points importants. Alors, pour savoir ce qu'on nous a dit. Donc, quelles sont les réponses? Pourquoi les réponses sont-elles si déficientes? Parce que nous avons donc essayé donc, de travailler sur ces problèmes. Il faut donc articuler le problème de la nourriture et de la malnutrition. Alors, comment allons-nous donc, quand allons-nous éradier ce problème de nourriture en Afrique? Alors, je sais que ça fait partie de la Constitution sud-africaine,
qui stipule que toute personne a le droit d'avoir accès à une alimentation suffisante. En plus, il faut donc prendre une action maintenant parce que les enfants ne peuvent pas se permettre d'attendre. Leur vie ne peut pas se permettre d'attendre. Les enfants ont faim maintenant. Alors, parlons donc de ces rapports d'abord. Donc là, je vais mettre quelques rapports. Alors déjà en 2001, il y avait donc des données qui ont été collectées. Et donc ça, c'est les résultats de la recherche du professeur qui malheureusement est décédé maintenant, late professeur Davidson. Et il était à l'époque, il y avait également un ministre de développement social. Et on lui a demandé, est-ce que vous savez pourquoi les enfants viennent tout le temps à l'hôpital et pourquoi on les décharge? Et on a expliqué qu'en fait, ils venaient à l'hôpital parce qu'il n'y avait pas de nourriture dans le placard à la maison. Et en fait, les subventions sont pour les enfants. Et en fait, donc il y a en fait une discussion que le professeur Scott Dremick, que j'ai rencontré en septembre 2008. Donc, cette carte de route, en fait, comprend donc des analyses et qui discutent donc des différences qui existent. Et ceci donc s'est passé il y a 12 ans et déjà on comprenait ce qui se passait. Alors, en 2010, nous avons donc fait une analyse et les recommandations qui ont été faites, en fait, sont les mêmes que les recommandations qui avaient été dans le rapport de 2008. En fait, en Afrique du Sud, on est vraiment fatigué de ce problème. Et l'année dernière, le rapport sur les aliments et la sécurité des aliments, il y a eu 16 spécialistes qui ont discuté donc de la sécurité alimentaire, de la sécurité donc de la nutrition. Et en fait, ce noyau est délivré sur un plateau pour les enfants. Et donc, les résultats que nous avons trouvés dans ces publications, nous allons vous présenter donc certains de ces déséquilibres qui existent. Alors, voici donc l'évolution de la police d'alimentation et son environnement. Donc, en 1984, le parti au pouvoir a mis en 1994 a mis un national plan de santé pour l'Afrique du Sud. Et donc, il y a eu une réunion avec toutes les personnes, les leaders qui s'occupaient donc du programme de nutrition. Et donc, l'UNICEF avait également publié un document qui s'appelait les pratiques de base et où ils ont défini ce qui allait pouvoir travailler. Et donc, dans ce programme, nous avons également le programme de nutrition le plus avancé. Et il doit être mis en œuvre maintenant dans ce pays où il y a donc un problème de malnutrition. Alors, un enfant sur 5, c'est-à-dire qui représente donc 20%, il faut donc vous montrer également la carte de route. Et ensuite, nous avons eu donc une étude en 2013. Ensuite, nous en avons une autre en 2017. Mais ceci démontre que le chiffre augmentait. Et en fait, en 2016, nous avons eu une autre recherche, une autre étude. Et l'étude que nous faisons maintenant, nous nous réjouissons d'en voir les résultats en fin de l'année. Et donc, nous allons voir l'impact sur le prix de la nourriture, l'impact sur le nombre de pertes d'enfants. Alors, nous l'utilisons tous, nous en tous en parlant, mais ce que cela veut dire, ce que nous voyons, c'est que les enfants perdent leur capacité de développement par l'intermédiaire de la faim, parce qu'ils n'arrivent pas à se développer pour leur potentiel. Parce qu'en fait, le développement du cerveau est compromis.
le futur de leur travail ou des possibilités de travail est compromis. La mortalité, en fait, c'est ce ils doivent s'attendre dans le futur. En fait, il faut leur donner une qualité de vie et leur permettre de réaliser ceci. Alors, pour les étudiants qui sont dans la salle, alors voici donc, il y a donc des gros problèmes de santé et de nutrition depuis 1998. Nous ne sommes pas encore arrivés comment dire, à casser les premiers besoins de nutrition. Et l'Afrique du Sud a le taux le plus bas en ce qui concerne donc l'alimentation infantile. Et donc, en tant que communauté, si nous ne travaillons pas maintenant, nous n'arriverons pas à réaliser donc ces standards. Alors, tant que le prix de la nourriture comment dire, est inacceptable, nous aurons toujours des problèmes de nutrition. Ça veut dire que la qualité de la nourriture et le nombre de fois où on peut donner à manger aux enfants est compromis. Et d'un autre côté, nous avons vu que l'obésité parmi les enfants a augmenté plus de 3 fois par rapport à la moyenne globale de 13%. Pourquoi? Parce que les gens les plus pauvres, en fait, achètent de la nourriture transformée. Ils n'achètent pas donc de la farine, du sucre pour pouvoir faire des magounia. Ils achètent de la nourriture transformée. Donc, il faut en fait avoir des données qui soient bien. Donc, à chaque point. Alors là, on voit que dans tous les points, que si l'enfant est mal nourri et si la maman est mal nourrie, donc elle va donner un bébé qui est prématuré. Et en fait, le bébé va donc avoir un problème de rachitisme. Il aura un retard de croissance. Et comme nous le voyons ici dans le système familial, la nourriture et la nutrition sont nécessaires. On en a besoin tous les jours. Ce n'est pas une manifestation médicale, c'est en fait un échec au niveau. Et cette question de pauvreté piège les gens au sein de la faim et de la malnutrition et ça a des impacts intergénérationnels. La maman enceinte, eh bien, aura un problème déjà avec un enfant qui il aura déjà des problèmes in utero. Donc, la maman en surpoids donnera naissance à un bébé qui, lui, deviendra aussi, en fait, un enfant en surpoids et un adulte en surpoids. Donc, c'est quelque chose qui, au niveau physiologique, ne pourra être changé si on ne change pas ce jeune enfant. Et c'est la raison pour laquelle une intervention précoce est le seul moyen de changer les choses. Donc, j'ai listé certaines choses que nous faisons ici, mais nous avons des interventions limitées et inadéquates. Les femmes enceintes ne peuvent pas rester à la maison. Elles n'ont pas de système de protection maternelle et les enfants ne peuvent acheter assez de nourriture avec la simple bourse qu'ils reçoivent. Il y a des subsides, mais les plus pauvres des pauvres ne peuvent pas obtenir ces subsides parce qu'ils n'ont pas toute l'infrastructure qui est nécessaire pour ces critères. La plupart sont laissés en marge et les programmes arrivent très tard pour lutter contre la malnutrition. Et vous voyez que pendant la période de Covid, il y a des sources impératives de nourriture et les écoles étaient fermées. Il n'y avait pas la possibilité de délivrer cette alimentation. Très peu d'interventions donc qui ont eu lieu sur le sol. C'est la raison pour laquelle il y a une déficience. Et on ne peut lutter contre cela si on ne résout pas ce problème de pauvreté. On a parlé avant, la pauvreté alimente ces taux de malnutrition. Ce n'est pas une question de qualité parce que les plus pauvres des pauvres n'ont pas de nourriture sur la table. Ils n'ont pas de nourriture sur la table. Les plus pauvres des pauvres ont accès à une nourriture inférieure. Même l'eau est un problème pour eux. Dans le Cap Est, Elisabeth a
pauvreté jusqu'à zéro parce qu'ils n'étaient pas capables d'avoir accès à l'eau. Eh bien, on doit toujours trouver un moyen pour qu'ils aient accès à l'eau, à des services adéquats qui sont disponibles au niveau du foyer. Parce que si vous voulez que la maman cuisine pour son enfant et il n'y a pas de paraffine et d'électricité ou c'est trop cher, comment est-ce qu'elle va alimenter ses enfants avec des noodles, des nouilles en 2 minutes? C'est pas parce qu'elle est paresseuse, mais c'est parce que c'est trop cher de faire autre chose. Et donc, on sera à un point où ça deviendra trop cher même d'aller au travail. On a atteint ce niveau à Durban. On a des amis qui ne peuvent plus aller au travail parce qu'ils n'ont pas de quoi remplir le réservoir de leur voiture. Donc voilà le problème. Et on veut prôner, en fait, si l'on veut changer le système alimentaire, il faut contrôler euh, l'épicentre, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un système qui se concentre sur le long terme pour l'alimentation des enfants, comme chacune des organisations qui euh, travaillent avec nous, met les enfants en premier plan lorsqu'on parle de la souveraineté alimentaire. On ne peut pas lutter pour des graines si on n'a pas la possibilité de lutter contre l'alimentation par l'allaitement. Et ici, on a une tendance à avoir une inégalité au niveau des systèmes alimentaires et des gens profitent de la faim. Il faut parler de cela à un certain stade. Et ici, je demanderai à Scott de nous donner encore l'opportunité de revenir et nous vous expliquer ce que ça veut dire d'avoir en fait un enfant au centre du système alimentaire. Je voudrais dire dans mes remarques conclusives que d'une part, la malnutrition commence à l'intérieur du ventre de la mère et il faut ne plus parler simplement de mère d'un côté et les enfants, mais c'est les mamans et leurs enfants parce que c'est elles qui vont déterminer en fait leur régime. On peut avoir des fruits sans avoir une branche. Comment avoir un fruit s'il n'y a pas de branche pour le tenir? Et donc, il faut que les femmes entrent dans cette discussion. Je voudrais simplement dire aussi qu'il faut toujours parler de planification familiale. Il s'agit de plus en plus de nourriture, mais le plus grand impact qu'on peut avoir sur les femmes, c'est si on peut avoir des naissances très espacées. Et il faut parler non seulement de la nourriture, mais aussi du contrôle de naissance. Des impératifs sont notamment l'alimentation par allaitement, parce que ça va donner des résultats tels que ça a été au Rwanda, en Malaisie. Ils ont commencé avec une planification d'allaitement. On est dans une crise non seulement à raison du Covid, mais aussi parce qu'il y a des crises économiques. On ne peut pas parler de foyers qui n'ont pas du tout de revenus, ont des revenus tellement bas et qui attendent des bourses de 360 rand et penser qu'avec ça, ils vont pouvoir manger bien chaque jour. Il faut comprendre qu'il faut des macro-politiques dans ces systèmes d'intervention. C'est que les gens n'aiment pas cela. Il faut interrompre le système alimentaire. Il faut en parler parce que si on ne l'a pas, eh bien, les détaillants vont mettre un panier de nourriture en disant ça, ce sont des aliments qui sont gratuits. Il y a des pays qui l'ont fait et des pays qui ont donné du riz lorsqu'il y avait, par exemple, un manque en Indonésie, au Bangladesh, ils ont fixé le prix du riz et les femmes ont pu, grâce à ça, acheter des fruits et des légumes pour leurs enfants. Et sinon, eh bien, ils passent tout leur argent sur le riz. Donc, il faut fixer certains aliments. Les prix doivent être euh, fixés pour que les foyers puissent suivre. Et dans les endroits où il y a du chômage, jusqu'à 60% par localisation, sans bourse universelle, c'est très difficile. La nourriture est achetée en Afrique du Sud et même si vous avez un potager, il va falloir quand même acheter de la nourriture. Donc, je vais conclure parce qu'on veut parler de justice alimentaire, on veut parler du droit à la nourriture. L'État a une obligation immédiate, respecter, protéger, promouvoir et remplir les droits de l'enfant à une alimentation de base. Et même dans des cas de crise économique, le cas n'introduit que des mesures régressives avec ce programme de décision. Et c'est quelque chose, en dernier recours, il faut s'assurer que les enfants soient les derniers affectés. On a vu pendant la COVID qu'ils étaient protégés par les parents et les mamans spécifiquement, mais toujours la faim a augmenté. Et on sait qu'à la fin de l'année, dans les enquêtes, on va voir que les taux de malnutrition ont augmenté parce que c'est une malnutrition qui est chronique.
Et les Nations Unies se sont engagées vers les droits de l'enfant au niveau de tous les États, tous les acteurs, toute la société doit immédiatement activer des mesures pour que les enfants aient accès à une nourriture euh, euh, avec des valeurs nutritives suffisantes. On ne peut pas parler de justice alimentaire sans mettre ceux qui font également la nourriture et en profitent et nous servent de la mauvaise nourriture pour l'avenir, parce que c'est ce que les ODD nous disent en fait. Donc, et on va peut-être terminer sur la poésie. C'est une citation de Gabriela Mistral. Beaucoup de choses dont nous avons besoin peuvent attendre. L'enfant ne peut attendre. Et maintenant, ses os se forment, son esprit se développe. Pour lui, on ne peut pas dire demain, son nom est aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, docteur Chantal Witten, pour cette conclusion un peu provocatrice et pour avoir partagé ces éléments avec nous, retraçant ainsi la temporalité autour des politiques et de leur développement, comment les choses au fil du temps ont évolué. Mais en fait, personne ou rien n'a été fait autour des politiques qui ont été développées il y a très très longtemps. La centralité de l'enfant dans nos discussions doit être replacée au centre de cette justice alimentaire et autour du débat, autour du système alimentaire. Merci. Et je suis sûre que certains parmi les points que vous avez mentionnés seront repris par d'autres présentateurs ainsi que par la suite au niveau de la session de questions-réponses. Maintenant, je vais demander à ce qu'on écoute le professeur Anne-Marie Thaw, qui est avec nous en ligne, et elle travaille et collabore sur la recherche africaine et région Pacifique également. Elle se concentre sur la conception de politique alimentaire. Elle va nous faire part de certaines pensées autour de systèmes gouvernementaires ou alimentaires qui sont peut-être bien pour penser en Afrique, pour les penser en Afrique. Merci. La parole est à vous. Merci beaucoup, Marvin, et merci de votre invitation. J'aimerais maintenant saisir cette opportunité pour répondre à cette excellente provocation de l'oratrice précédente. Aujourd'hui, je parle depuis une perspective différente. Je suis à Sydney, en Australie, et j'aimerais remercier et féliciter les personnes qui sont les anciens du passé, du présent et de l'avenir, et également dire que je suis inspirée par votre déclaration, Chantal, par votre déclaration d'intérêt, et aussi reconnaître que je n'ai pas reçu de financement pour présenter. C'est peut-être quelque chose d'additionnel à dire. C'est un privilège pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Dans ma réponse à la provocation de Chantal, j'aimerais parler des macropolitiques et des systèmes alimentaire. Je pense que vous avez décrit extrêmement bien les tensions, le progrès et les défis qui demeurent en termes de politique, en particulier dans le secteur de la santé, au niveau des bourses sociales. Et j'aimerais me concentrer sur le besoin pour une nourriture saine et accessible. Il faut engager vers une transformation et une disruption du système alimentaire pour compléter l'aspect de la demande et les interventions et s'assurer que tout ceci est disponible. Ce que j'aimerais souligner ici, c'est que si on veut atteindre cette disruption dans la chaîne alimentaire, eh bien, il faut se poser la question de la raison pour laquelle on ne veut pas parler de macropolitique. Pour comprendre cela, il faut parler davantage de qui gouverne le système alimentaire et pourquoi. Et ce qui est dérivé de la façon dont le système alimentaire est fait. Ici, les gens sont souvent intéressés, passionnés par la nutrition et le droit à la nourriture, mais il faut penser au système alimentaire. Il faut reconnaître que les décisions et les politiques autour de ce système et qui donne les incitations, en fait, est faite par des personnes qui sont au sein du commerce et de l'industrie, les départements de l'agriculture, des pêches, des finances. Et ces secteurs, sont l'industrie, c'est eux les décideurs.
Il y a des conflits d'intérêts très souvent dans l'espace de nutrition et de santé. Et c'est quelque chose d'essentiel. Il faut savoir, lorsqu'on parle de cette politique alimentaire, le concept de conflit d'intérêts par rapport à l'industrie n'est pas bien compris. Dans mes recherches, j'ai parlé de décideurs politiques et aux décideurs politiques. Et souvent, je leur ai dit, l'industrie est le décideur. Ils doivent eux-mêmes faire un pas en avant et s'assurer que les politiques qu'ils vont développer prennent en considération les questions sociales. Et ça a résulté en le fait que ces systèmes, en fait, sont surtout une préoccupation de l'industrie. L'idée, c'est en fait de mener une étude en Afrique du Sud. Par exemple, je l'ai fait avec une collègue et le professeur David Sanders, paix à son âme, m'a permis de réaliser aussi, lorsque j'ai regardé ses travaux de doctorat, que dans le système alimentaire, en fait, les gouvernements et les décideurs politiques autour de la nourriture et la nutrition, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une influence extrêmement puissante de l'industrie. Et la perspective politico-économique montre clairement que l'industrie est capable d'influencer et de façonner cette politique et surtout le manque de réglementation dans le système alimentaire. Et en raison de deux choses principales. Tout d'abord, l'industrie elle a en fait une inquiétude légitime par rapport à la croissance et à l'emploi pour le maintenir. Mais dans le contexte de conception politique, les idées de l'industrie sont pour une intervention minimale par le gouvernement et réglementation du système, ce qui contribue à ce type de résultat que Chantal a extrêmement bien décrit en termes de manque d'accès à la nourriture. Et j'aimerais vous donner, par exemple, des exemples en Afrique du Sud où on voit très clairement quels sont les résultats de ce type de manque d'intervention de gouvernement dans ce type de système alimentaire. Deuxièmement, le deuxième point, c'est qu'au sein de l'industrie, ils se sont conditionnés avec des connaissances et une expertise technique au sujet de la nourriture. Dans les politiques de système alimentaire, il faut se concentrer sur le fait que l'industrie sait vraiment celui qui détient les connaissances en termes de nourriture et comment cheminer cette nourriture vers les populations. Et ils ont une incroyable expertise en termes de chaîne d'approvisionnement. Lorsqu'on en revient à penser un système alimentaire qui va permettre d'alimenter les enfants, il faut défier certains des paradigmes autour de qui détient les connaissances par rapport à un système fonctionnel alimentaire. Et encore une fois, j'aimerais aussi vous parler un petit peu de ce qui me donne espoir. La deuxième partie de ma réponse tourne autour de cela. J'ai pensé pas seulement au niveau des défis politico-économiques, mais également actuellement, on a un grand système qui ne fonctionne pas au niveau de la nutrition et qui n'est pas centré sur l'enfant. Je me disais, à quoi est-ce que ça ressemblerait, comme le disait Chantal, de faire une disruption par rapport à ce système alimentaire. Et pour être optimiste, pensez au potentiel de cette transformation. En Afrique du Sud, au cours de la dernière décennie en particulier, une croissance, une reconnaissance croissante de ce que on atteint de plus en plus les résultats. Il y a un sentiment très puissant de ce que actuellement le système de vie des fermiers et leur chaîne de valeur est quelque chose de très important. Il y a aussi la question de l'impact environnemental qui n'est pas durable et dévastatrice. Encore une fois, Chantal nous a dit de façon très éloquente que le système n'est pas fait pour les plus vulnérables de la société en termes de nutrition et bien-être. Et pour faire cette reconnaissance, il ne s'agit pas simplement de nutrition. Et ici, on se concentre sur un accès à ce système dysfonctionnel alimentaire. Il y a un point d'entrée en Afrique du Sud spécifiquement. Il y a une reconnaissance de ce que le système n'arrive pas à délivrer par rapport au progrès politique qu'on a observé. Chantal nous en a parlé, les politiques telles que la Commission nationale de planification prenant la tête par rapport
à des stratégies de nourriture et de nutrition, en fait. Dans certaines zones, la politique sud-africaine, elle dirige le monde et il faut reconnaître cela et c'est là-dessus qu'il faut construire. Le point de Chantal, on peut atteindre des changements fondamentaux par rapport aux résultats nutritionnels. Et une chose critique qui est requise, c'est les plateformes créatives par rapport à tous les secteurs. Et c'est ce qu'il faut faire au niveau de l'espace nutrition, mais aussi au niveau des espaces politiques multisectoriels. Au niveau nutritionnel, moi j'étais inspirée par votre forte présentation, Chantal, par rapport à la nature intégrée de la malnutrition à 3 fardeaux. Trop souvent, les gens pensent qu'il faut prôner de façon séparée le droit à la nourriture, le droit au traitement contre les maladies contagieuses, etc. Mais il faut une intégration beaucoup plus constante des messages autour du fait que ce n'est pas quelque chose de séparé. Ces problèmes sont un seul problème de malnutrition et c'est critique et chronique. Et il faut des plateformes au sein du gouvernement qui permettent en fait aux gens de se parler les uns aux autres. Ces plateformes vont permettre à la santé d'alimenter des systèmes plus efficaces avec des lois de la concurrence qui gouvernent le détail, avec des politiques agricoles qui permettent au système de décision politique pour refléter le fait que le système alimentaire est un système et pas un ensemble de secteurs séparés qui ne sont pas liés les uns aux autres. Et la dernière chose que je voulais soulever, c'est que moi, je vois beaucoup de croissance alimentaire dans le secteur économique, ce qui me laisse relativement optimiste. Et c'est lié à ce que j'ai mentionné plus tôt au terme de cette reconnaissance qu'on essaye d'obtenir. Et j'ai parlé aux décideurs politiques au niveau de l'agriculture, la finance, l'industrie, des pêches, etc., avec une reconnaissance et compréhension de l'importance de la nutrition. L'avantage que nous avons en tant que personnes passionnées de la nutrition, c'est que la nutrition, c'est quelque chose de personnel et sociétal également. Et c'est quelque chose de très immédiat. Et l'un des développements récents, c'est la traduction de cette bonne volonté dans un recadrage et un repensage de cette phase économique au niveau de l'investissement entre hommes et capital. Et changer ce que fait le secteur économique et penser au capital humain, faire écho dans ce que disait Chantal, dans quelque chose qui va durer longtemps et aura un impact significatif, parce que c'est le cas également de la malnutrition. Elle impacte les gens physiquement, mais aussi au niveau cognitif, comme on l'a vu avec le rachitisme, et au niveau social également. Alors, un recadrage du secteur économique, de la raison pour laquelle on investit dans les enfants et pourquoi c'est critique au niveau d'une perspective du capital humain, également exploiter cette valeur ajoutée en termes d'engagement stratégique avec les champions du changement. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin donc d'un changement et qui demandent ce changement et avec tous ces aspects de ce système alimentaire. Et pour que nous puissions parler leur langage et pour que nous puissions partager nos ordres du jour. Et il faut donc pousser et en fait perturber les politiques holistiquement pour qu'il y ait donc des résultats alimentaires et donc également des résultats nutritionnels dans ce contexte. Donc il faut également avoir donc des opportunités égales pour tous ces enfants. Voilà, donc je vais terminer, mais je vous remercie tous. Merci beaucoup. Merci, professeur Anne-Marie, pour répondre à la provocation dans une perspective très large afin de rapporter donc toutes ces questions de politique et de gouvernance. Alors, le prochain présentateur est Sama Belati, qui, comme beaucoup d'entre nous connaissent, elle a beaucoup d'expérience dans des communautés, en partant donc des campagnes de TSI avec les mouvements sociaux et donc avec comme objectif le droit à la nourriture et également il va nous parler donc des points stratégiques de certains mouvements africains. Merci beaucoup. Je pense que vous êtes en train d'équilibrer l'ordre du jour.
Alors, c'est bien, c'est super. Alors, pour en fait réfléchir et énergiser ou donner, et comment en fait résoudre, surmonter et résoudre. Moi, j'ai un problème quand les gens en fait sont désespérés et rien ne travaille. Parce que moi, je pense que les choses peuvent nous démoraliser et il y a des façons différentes de s'adapter aux choses qui sont difficiles. Mais nous devons tous tenir donc la torche, nous devons trouver la lumière et donc, et en pratiquement avec les jeunes, la voix des jeunes concernant la malnutrition n'est pas seulement académique et je ne juge pas. Ceci a permis donc, alors moi je ne sais pas si je suis jeune ou vieux, je suis donc au milieu, peut-être au milieu, mais peut-être pas si jeune en tant que définition. Mais je pense que vos voix sont critiques. Alors je pense que pour nous, le problème principal est ensuite écouter les deux grandes présentations et leur connexion sur le point de qu'allons-nous envisager pour discuter ou d'avoir une chat. Alors, parce que bon, l'enfant est dans l'utérus, et donc là, c'est un point important. Moi, je pense que quelquefois, nous parlons beaucoup, et en fait, on ne comprend pas ce que les communautés ont besoin. Et ceci n'est pas seulement fait par des académiciens, mais également par des personnes qui ne leur donnent pas donc des retours de décision. Alors, bien sûr, on peut collectionner les données et les présenter ailleurs, mais il n'y a rien pour cette communauté. Et par exemple, quelqu'un a pris donc des données, mais en fait, il n'y a rien en retour. Alors, quelquefois, je ne sais pas ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il faut retenir. Donc, quelquefois, on parle donc des conditions sur les camps de réfugiés pour les enfants. Et donc, il fallait laisser une caméra et donc pour qu'ils puissent prendre des photos du centre et donc et des adultes. Et en fait, il y avait donc des histoires différentes. Et donc, dans ces camps de réfugiés, il y avait donc l'espoir parce qu'il y en a qui n'avaient jamais vu une caméra. Et en même temps, donc, pour pouvoir donner une histoire. Alors, cela a donné donc, ça les a fait sourire et en fait, ils ont ramené donc les caméras donc, de ces communautés. Et qu'est-ce qu'on va leur redonner? Parce que quand on va chercher des informations, nous allons donc consulter. Et notre rôle, c'est d'imaginer et d'agiter et de plaidoyer. Par exemple, dans certaines campagnes, il faut imaginer quel est le plan de traitement qu'on pourrait donner, par exemple. Et en fait, on doit redonner la conversation. Et donc, ça, c'est un problème. Et quelquefois, par exemple, l'histoire d'un enfant qui a faim et pourquoi il a faim. Il faut comprendre donc le contexte social et le contexte alimentaire. Pourquoi est-ce que le droit à l'aliment et à la nutrition, c'est un droit constitutionnel? Chaque enfant a droit à une nutrition de base. Alors, pourquoi quand il y a 28 ans, qui était au pouvoir, pourquoi est-ce qu'il y a encore des gens qui meurent parce qu'ils sont mal nourris? Et en fait, on n'arrive pas à changer de stance. Moi, je pense qu'on n'a pas politisé la nourriture. On ne l'a pas fait assez. On a créé donc on n'a pas créé assez de pouvoir collectif. Quelquefois, c'est donc on a des donations dans des situations qui sont donc bien étayées, mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui,
qu'est-ce qu'on va venir, on va pouvoir vous dire si vous venez nous voir. Quel est donc le droit à une nutrition de base? Qu'est-ce que cela veut dire? Quelles sont les 5 choses que nous pouvons dire, que nous pouvons dire ou discuter dans la rue? Très important qu'il y a un pouvoir politique. Et donc, en fait, alors, comme il y a un mouvement, et en fait, nous avons des difficultés, c'est que parce que nous sommes tous très heureux quand le gouvernement nous écoute, parce qu'on leur fait une présentation, parce qu'on leur parle. Par exemple, accroître le revenu, cela dépend donc de la question. Bon, mais moi, je me pose la question, est-ce qu'ils nous prennent sérieusement lorsqu'ils nous écoutent? Parce que pour moi, le droit à la nourriture et à la nutrition de base, c'est un droit des enfants. C'est une issue, un problème pour l'extrême droite, pour l'extrême gauche. Il faut donc une opération. Pourquoi est-ce que ce problème n'est pas encore résolu? Alors, à chaque personne de la communauté, cela apporterait donc des pouvoirs à la communauté, parce qu'il faut parler de ce problème pour que les politiciens comprennent. La nutrition est donc aussi un problème démographique. Et le réajustement de tout ça, lorsque l'on parle de la faim, est-ce que c'est un privilège? Alors, je suis noire, mais d'un autre côté, je suis privilégiée parce que, par exemple, je pourrais donc être donc d'un milieu social de niveau moyen, mais je me sens comme privilégiée. Mais là, moi, on parle de problèmes de gens en dessous. Alors, on doit être très critique. Voilà, donc là, comme je vais conclure, je pense que la collaboration, ce n'est pas une option. Et dans des espaces comme ceci, cela apporte en fait le problème. C'est douloureux, mais cela peut être de fait, cela peut être réalisé, on l'a fait, mais nous devons donc apporter des jeunes qui vont donc expliquer que nous avons des problèmes. Mais on doit travailler avec eux pour pouvoir organiser une justice de nutrition en Afrique du Sud. Merci beaucoup, Sama, pour nous rappeler que nous n'allons pas réaliser si nous ne pouvons pas imaginer, organiser nos pouvoirs connectifs et politiques. Et donc là, notre dernier présentateur est le fondateur du hub créatif, qui a fait beaucoup de problèmes au niveau de la communauté et qui s'est engagé, donc qui est engagé avec les jeunes. Et elle va nous parler donc de son expérience pratique concernant la nourriture, le problème de nutrition et le fait de son expérience de travailler avec les jeunes. Merci. Nous n'entendons pas, là, je ne peux pas entendre. Voilà, est-ce que ça marche? Bonsoir tout le monde. Alors, je ne sais pas, mais on m'a donné 8 minutes. 8 minutes, pardon. Et donc, je voulais donc vous donner 2 pages d'une histoire. Les filles m'ont rappelé de continuer de dire l'histoire, de continuer à raconter l'histoire au niveau global en 8 minutes. Je suis désolée parce que je vais manquer la partie marrante de l'histoire. Alors, en ce qui concerne la malnutrition, et c'est pour ça que je suis venue à Cape Town, c'est parce que j'ai vu les enfants dans mon village qui avaient faim et je suis venue à Cape Town en 88 avec l'espoir que Cape Town avait tout ce qu'une communauté a besoin. Et donc, comme je viens d'une petite ville, lorsque je suis arrivée au Cap, et donc, je me suis dit, je vais trouver un travail très, très rapidement. Alors, je suis arrivée et je suis allée au collège et tout en confiance.
Alors, je voulais donc obtenir une éducation gratuite. Et les gens, mais où est-ce que d'où vous venez? Il n'y a pas d'éducation libre. Et après 3 ou 4 ans après les élections, et à la radio, ma grand-mère m'a dit qu'on le disait à la radio, c'est que l'Afrique allait devenir une démocratie et nous allions tous avoir une éducation. Et ils m'ont conseillé ce qu'il fallait faire. Alors, j'ai commencé à parler du nettoyage de la ligne de côte sur la péninsule et le ministre des Affaires environnementales à l'époque, eh bien, je me suis réveillée un jour au bon matin et je me suis rendu compte que on avait l'impression que c'était vraiment toute une série de choses qui étaient amoncelées et ramasser des objets, c'était considéré comme si vous étiez quelqu'un de malade. Donc, il y avait des mots académiques d'anglais à maîtriser avant de pouvoir parler de gestion des déchets. Ensuite, j'ai pu parler à mes amis. Écoutez, moi, je fais de la gestion de déchets, j'ai un travail, vous comprenez? Parce que quand on ramassait simplement des déchets comme ça, spontanément, on nous prenait pour une folle. Alors, quel gadget vous utilisez? Rien, mes mains. Je mets des gants et je prends un grand sac en plastique. Et eux, elles voulaient entendre parler de gadgets et évidemment, il n'y en avait pas pour faire court. Euh, En fait, il y avait aussi une journée porte ouverte. Les portails plastiques, c'était la chose la plus importante qui me parlait. À l'époque, j'ai ignoré cela pendant 3 ans au niveau de la ligne de littoral. Et il y avait ce message, est-ce que je veux avoir l'air encore plus cinglé? Est-ce que les gens vont me stigmatiser encore plus? Est-ce que je vais faire des bouteilles en plastique avec des choses qu'on a jetées? Ils vont me dire, écoutez, vous êtes complètement folle. Comment est-ce qu'ils vont m'acheter ces bouteilles recyclées? Finalement, j'ai réussi à travailler là-dessus et à les convaincre. Et avec cette histoire, eh bien, je me suis rendu compte que avec l'un des magasins que j'ai créé, African Image, je tremblais de stress au départ il y a 6 ans à Cape Town. Et à l'époque, mon CPD, c'était en fait une formation en musique. Et maintenant, je retourne à Cape Town. Et on m'a dit, oh, et j'avais une très faible estime de moi, pas de confiance, en disant, tiens, qu'est-ce que je vais dire à ce propriétaire de magasin? On est arrivé à 2 filles, et vous savez, quand vous parlez mal anglais, ils apprennent tout comme ça, l'anglais, c'est enseigné comme ça. Alors, je parlais ce type d'anglais un peu cassé. Et pour l'image africaine, j'étais vraiment tremblante. Et je me suis dit, tiens, qui va parler en premier? Et puis j'ai regardé, je me suis dit, bon, allez, jusqu'à ce que ces 2 filles se tournent vers nous et nous disent, ah, Yandi, je voudrais vous dire que j'ai entendu parler beaucoup de vous. Et comment est-ce qu'elle a entendu parler de nous? Et je voudrais voir ce grand sac transformer tous ces déchets en artisanat. Et donc, on a pris cela, on a essayé de retirer les choses très délicatement. Le samedi matin, c'est rempli de touristes. Et je me suis dit, j'espère qu'ils ne vont pas voir que ce sont des gens de Cape Town qui parlent cette langue bizarre. Alors, on a pris ces articles. C'était des petites poupées, des bouteilles en plastique. Ça faisait du bruit parce qu'il y avait tout ce qu'on récupérait de la plage. C'est avec cela que c'est fabriqué. Ça faisait du bruit et tous les clients se sont tournés vers nous et ils nous ont dit, oh, c'est super joli, c'est coloré, c'est si intelligent. Et je me suis dit, intelligent? Ils disent, combien? Alors j'ai commencé à me sentir un peu plus à l'aise. Est-ce qu'ils m'ont demandé le prix? J'ai pas répondu. Et après, vous voyez, vous comprenez, j'avais une petite étincelle. Et je me suis dit, oh, super, ça veut dire que c'est eux qui sont dingues et pas nous, et parce qu'ils vont racheter les ordures qu'on a ramassées. Et on a commencé ce jour-là à croire que tout ce qui nous entoure, eh bien, avait une raison d'exister. Et tout ce qui vous parle
depuis l'environnement a aussi une raison, parce que si j'avais ignoré cela, j'aurais jamais pu aller pousser toutes les portes que j'ai poussées. Il y avait aussi ensuite des clients à Paris, aux Pays-Bas, des gens aux Pays-Bas qui m'a appelé, m'a dit: «Ah, il voulait faire un documentaire». J'étais dans un état où je ne savais pas quoi lui dire. Je dis: «Oui, oui, allez-y, on fait de l'artisanat, mais on ne fait pas de documentaire encore». Alors les documentaires, le gars des Pays-Bas m'a dit: «Oh écoute, on fait plein de documentaires sur ce genre d'initiative». Et je me suis rendu compte que, dans l'intérêt de ma passion, il fallait travailler avec des gens qui étaient passionnés et grâce à ces bouteilles, colorées de plastique, eh bien, on a pu faire quelque chose de très joli et j'adore être aussi entourée d'enfants qui, eux aussi, sont attirés par, ces outils et mon amour, pour les enfants à continuer en travaillant avec eux. Donc voilà, ça m'a permis de faire des partenariats avec, des programmes de différents États. Le 20 septembre de l'année dernière, notamment, on m'a demandé de mener un atelier pour ces programmes de recherche, de recyclage. Et ils m'ont dit: «Ah, tu connais?» Et finalement, j'ai décidé, oui, oui, d'accepter. J'ai accepté et par la suite, on a fait 4 ateliers et puis on a parlé avec un groupe de jeunes, avec aussi un ambassadeur de notre communauté maintenant. Donc, on a utilisé nos histoires pour plaider pour le changement. Dans ma communauté, je travaille beaucoup avec les jeunes qui vont reprendre toutes ces questions dont vous parliez et sur lesquelles vous partagez aujourd'hui. On a appris énormément aujourd'hui. J'aimerais dire que cette question est censée être une question égalitaire, mais récemment, je me suis rendu compte qu'on a été affecté par le Covid et il y avait 110% au sein des communautés qui étaient affectées par le Covid. Je vous passe la parole, je vous rends le micro. Alors, une présentation, encore une fois, très intéressante et nous allons encore prendre 5 minutes en particulier pour parler des champions et de leur travail. À ce stade, j'ai besoin de remercier et vous saluer. En tout cas, il y a 2 publics en ligne qui vont nous quitter. Merci à ceux qui sont toujours en ligne avec nous. Nous apprécions votre participation. On recevra certainement vos questions et on continuera on trouvera un moyen de continuer notre engagement. Et nous allons enregistrer également ceci. Vous pourrez ensuite partager cela à un stade ultérieur. Merci beaucoup.